Quelque chose de vous. Virginie Servaes. Quelque chose de vous. Épisode 10. Podcast. Bonjour, je m'appelle Virginie Servaes. Je suis coach vocal, chanteuse et auteure. Heureuse de vous accueillir sur ce podcast Quelque chose de vous, qui est une autre façon de voyager, ma façon à moi de vous rencontrer, de vous questionner, de vous écouter. Vous émettez le souhait que je me dévoile à partir de vos questions posées? Que vos vœux soient exaucés. Chaque réponse donnée sera le fruit de mes réflexions du moment, de l'instant présent, une confidence honnête, authentique, bienveillante, tout au moins je l'espère. En ce dimanche 14 juin, Quelque chose de vous invite au cœur de la capitale allemande, Berlin. Nous irons à la rencontre lyriquement de Carole Silney-Louis, pour qui les jetés de notes d'opéra comique, dramatique, spirituel ou oratorio, récitatifs et de poèmes dramatiques mis en musique n'ont plus de secret. 3 pas en arrière, le jeu fera son apparition avec en cadeau le livre Trouver sa voie et faire son chemin aux éditions Erol. 3 pas en avant, ma lecture vous contera l'histoire de la grande cousine pas si éloignée que ça, de ma brioche à chapeau. Et pour l'heure, il est l'heure, monseigneur, de papoter avec vous, chers auditeurs. Bienvenue dans l'épisode 10. Youpi! Quelque chose de vous. Une question, une réponse. Bonjour Virginie, c'est Ilham. Est-ce que tu as réfléchi à écrire ton deuxième livre ? Le premier était Trouver sa voie et faire son chemin. As-tu d'autres idées, d'autres manières de nous écrire pour nous accompagner sur Trouver sa voie et faire son chemin ? Cher Ilham, mais quelle joie de t'entendre! Pour te répondre, comme je l'ai ébauché dans un précédent épisode du podcast, l'idée d'un deuxième livre, en tout cas de l'écrire, trotte effectivement dans ma tête, mais depuis la fin de l'année dernière déjà. Et pour tout dire, j'en avais échangé avec mon éditrice juste avant le confinement. Alors sincèrement, au début de cette période particulière, je me suis fait une to-do list qui d'ailleurs est restée telle quelle jusqu'à aujourd'hui, je l'avoue. Et dans laquelle était notifié d'écrire le synopsis et quelques chapitres de ce nouvel ouvrage. Et en fait, bizarrement, contrairement à ce que je pensais, avec une phase où je me disais qu'elle était propice parce que j'allais avoir du temps pour le faire, bien non seulement ça a produit l'effet inverse, et en plus ce temps-là a été enfin je m'en suis servi pour mettre en œuvre le podcast, et depuis mon sujet de livre que je pensais tenir se transforme tous les jours. C'est-à-dire je peux passer d'écrire une encyclopédie à quelques infos guides, voilà. Donc lui aussi il a un format barbe à papa. Alors pourtant l'envie est bien là, les idées à foison j'en ai. Effectivement, la réflexion a été mise à l'épreuve et j'ai vraiment envie de le faire, de l'écrire, ça y a pas de doute. Mais en plus, j'ai envie de l'écrire, donc finalement après coup en déconfinement là, avec cette sensation nouvelle qui s'est quand même installée pour ma part très fortement en termes émotionnels. J'en suis encore très imprégnée moi de ces 2 mois, un peu plus de 2 mois confinés, masqués et coupés de nos sens, et où en plus pour moi la communication orale qui a encore plus pris de sens et s'est révélée sous toutes ses formes de façon incontournable à cette période. Je ne sais effectivement comment je vais aborder l'ouvrage. Ce que je ne sais toujours pas dire effectivement non plus aujourd'hui, c'est est-ce que ce sera une suite au premier livre, à trouver sa voie et faire son chemin, ou est-ce qu'il y aura juste un petit quelque chose de lui, ou pas du tout. Là, j'avoue que j'oscille. Et par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura bien un deuxième livre, et quelle que soit sa direction, il reflètera de toute façon inévitablement qui je suis et mon évolution, aussi bien professionnelle que personnelle, et donc qui reprendra forcément des anecdotes de ma vie. Donc voilà, elles toucheront aussi et toujours la voix. Voilà Ilham. Bonjour Virginie. As-tu en tête une séance de coaching qui t'a tout particulièrement touchée, marquée, et pourquoi ?
Dans le respect de la confidentialité, bien sûr. Oh, bonjour Sonia, là, c'est chouette de t'entendre. Alors, oups. Très sincèrement, et ce n'est pas un détournement de sujet que je fais, mais il m'est difficile de répondre à cette question. Car en me la posant 1000 fois, ce sont 1000 visages qui me touchent et qui apparaissent en même temps dans mon champ de vision. Ce sont 1000 personnes dont j'ai envie de citer les exemples. Ils surgissent, et excuse-moi l'image, mais comme des pop-corn, ce qui fait que du coup ça distrait, même si j'ai un visage qui apparaît, il ne reste pas longtemps fixe. Et du coup, là, ça m'est impossible de juste citer une personne. Ils arrivent tous dans ma mémoire. Et alors, ce qui est fou, c'est que c'est vraiment des plus lointains aux plus récents. Il y a même des groupes qui remontent, puisque j'ai pas mal accompagné de groupes, alors aussi bien des tout petits en classe de maternelle que des équipes en entreprise, toutes les générations. Et donc, sur 18 ans d'accompagnement majoritairement, j'ai envie de te dire qu'ils m'ont tous touchée, de par leur parcours, leur histoire, leurs questionnements, leurs belles émotions, avec tous les éclats de rire que nous avons eus, les éclats de larmes, les éclats de rage, les éclats de voix, de tout leur oser, de tout leur courage, et parce que c'est pas rien d'entamer son chemin, quelle que soit sa direction, et là ça se trouve avec moi en coaching vocal, mais j'ai envie de dire avec tous les parcours que l'on décide de faire à un moment donné où on va se poser avec soi, et où ils m'ont partagé aussi bien leur victoire, leur assurance retrouvée, un peu tous les sujets en fait. Et donc je suis touchée, ça oui je peux dire, de tous ces duos improvisés sur fond de vocalise, de chants lyriques, de variétés, de chants religieux, qu'ils me proposaient, des découvertes permanentes d'eux-mêmes. Il faut savoir que après j'ai travaillé d'Emmaüs Insertion aux femmes en détresse, avec des détenus en prison, en entreprise, en association, les écoles maternelles. Je reviens sur les détenus en prison où j'ai fait plutôt des interventions, mais pas toute seule, et dans des cadres d'accompagnement d'un évêque. Également, je suis intervenue aussi en école d'ingénieurs, école de musique, les différentes institutions, des ministères, etc., des centres de formation, avec les particuliers. Donc, tellement de personnes au sein de structures tout autant variées. Vraiment, Sonia, c'est difficile de te présenter, encore une fois, je me répète, un exemple. Et puis là, tu vois, là, ça monte, ça foisonne. Pour aborder une conclusion, je dirais que le commun à toutes ces personnes est d'avoir, pour moi, ce qui a été formidable, j'ose dire, c'est d'assister à l'accouchement et la révélation de leur voix, et de les voir prendre leur pleine place, leur juste place, d'être en accord avec eux, d'être en accord avec leur vie, d'atteindre cet équilibre entre la vie personnelle et professionnelle, d'atteindre aussi cette phase où leurs objectifs le sont, et et où ils sont prêts à aller vers de nouveau, d'aller encore plus loin, mais tout en prenant en compte les dimensions nouvelles qui se sont révélées à eux. Et puis, et ça, oui, c'est vrai que tout ça, ça m'a marqué. Et puis, si vraiment je réponds à un pourquoi, je vais tout simplement dire parce que je suis à chaque fois épatée et émerveillée qu'à partir du moment où l'on fait une démarche que je nommerais d'évolution, de connaissance de soi, pour acquérir une valeur ajoutée aussi bien dans sa vie pro que perso, de voir qu'il se déclenchent ces petits miracles. Oui, moi j'ose dire que ce sont des petits miracles qui nous donnent bien au-delà de ce que l'on était venu chercher. Alors, et j'ose aussi ajouter que bien entendu, cela est possible quand on est avec des personnes qui sont bienveillantes et qui savent mener leur sujet. Et j'ose dire qu'au bout de 18 ans, je peux me permettre de dire que quelque part, la méthode, en tout cas, participe à une partie de l'évolution de ces personnes qui ont fait ces choix de travailler avec moi. Je n'ai pas un ou une personne à te présenter en particulier. Merci de vos jolies questions. Pour en poser de nouvelles et gagner mon livre « Trouver sa voie et faire son chemin » aux éditions Erol, c'est juste après. Quelque chose de vous
Le jeu, eh bien, c'est toujours la possibilité de remporter mon livre Trouver sa voie et faire son chemin aux éditions Erol en m'adressant votre question à l'adresse mail suivante, tout en minuscules et tout attaché, quelquechosedevous@gmail.com, quelquechosedevous@gmail.com. Hâte de vous lire. Quelque chose de vous. Qui êtes-vous ? L'invité. Comme annoncé en introduction, je me pose aujourd'hui à Berlin, où j'ai le plaisir de retrouver Carole Sidney-Louis. Alors, vous la présentez en quelques mots. Carole est soprano. Sachez qu'elle a épousé cette voie entièrement après avoir obtenu un diplôme de commerce et de gestion, un chemin qui était moins sûr finalement. Finaliste du concours de la Chambre professionnelle des directeurs d'opéra, elle intègre les Jeunes Voix du Rhin à l'Opéra national du Rhin. Elle commence sa carrière avec des rôles comme Zerlina dans Don Giovanni de Mozart, Despina dans Così fan tutte de Mozart, avec Juliette dans Roméo et Juliette de Gounod. Également, elle l'interprète dans L'Enfant et les sortilèges de Ravel. Elle chante régulièrement dans différents festivals, dans des rôles comme Fiordiligi dans Così fan tutte de nouveau de Mozart et Sous la baguette de Yanis Pouspourikas. Également interprète Michaela dans Carmen de Bizet sous la direction de Claire Levaché. Elle fait ses débuts à l'Opéra de Montpellier dans la Prima Ancella de l'Opéra Médéa de Cherubini, dirigé par Friederman Louillet. Puis à l'Opéra de Metz, Adriana, personnage principal de Mi Amor de Charles Chen, en création mondiale aux côtés d'Alain Fonvary, sous la direction d'Arturo Tamayo. Nous la retrouvons un peu plus loin dans le rôle de Mimi dans la Bohème de Puccini aux côtés de Florian Laconi sous la baguette de Alain Guingal. Elle aborde un répertoire plus ample de soprano dramatique et interprète Die Frau, Erwartung de Arnold Schoenberg, en création mondiale à New York sous la direction artistique de Robin Rode. Allez, deux petits derniers, le rôle de Berta dans Le Barbier de Séville de Rossini à l'Opéra de Viterbo en Italie, et Santuzza de la Cavalleria Rusticana de Mascagni al Teatro di Verdura di Palermo et sous la direction de Francesco Di Mauro. C'est pas pour rien que j'ai fait de l'italien. Alors, Carole ne m'en voudra pas de ne pas vous citer les nombreux orchestres prestigieux, internationaux, avec lesquels elle se produit régulièrement. Je dis bien, elle se produit régulièrement. Pas moins de 7 orchestres symphoniques, 2 philharmoniques, sans compter les ensembles, les orchestres de télévision et de radio. Elle a enregistré également plusieurs CD que vous retrouverez dans le lien du site que nous allons vous communiquer. Toutefois, je vous cite son tout dernier CD, Tsu Tser Detsu de Félix Ibarondo. J'espère que je n'ai pas écorché le nom. J'ajoute que Carole est de ces grandes voix enchanteresses et ensorcelantes selon ses rôles empruntés et qui, comme vous l'entendrez dans sa voix parlée, est la joie même et le soleil incarné. Qu'aucun obstacle n'assombrit. Elle est d'une humilité, authenticité, simplicité qui l'honore. Elle avance avec élégance et beauté sur son chemin de vie peuplé de personnages auxquels elle donne voix. Allez, allez, que baguettes, chefs et orchestres se tiennent fin prêts, que smoking, robe de soirée et poudre de nez vous fassent la haie. Il est l'heure de vous rejoindre dans l'opéra de votre vie. Bonjour Carole Sidney-Louis, quel plaisir de vous retrouver. Bonjour Virginie. Tout d'abord, merci infiniment donc de m'avoir invitée à participer à cette émission magnifique que j'écoute à chaque fois avec un immense plaisir. Et je suis donc très honorée de faire partie donc de tes invités qui sont tous les uns plus magnifiques que les autres. Voilà, donc merci du fond du cœur. En ce début du mois de juin déconfiné dans sa presque totalité, que nous dit votre voix de vous ? Qu'a-t-elle envie d'exprimer dans l'instant ? Votre météo, en quelque sorte. Oui, Virginie, effectivement, nous sommes déjà début juin. Donc je dis déjà parce que le temps, s'est retrouvé en suspens, donc en latence suite donc à ce confinement.
Et puis d'un seul coup, voilà, l'activité reprend d'ailleurs, bon, à mon goût, très 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 vite, voire trop vite. Bon, c'est sûr qu'en plus en Allemagne, nous avons eu un confinement moins strict que chez vous, et le déconfinement s'est aussi fait du coup de façon beaucoup plus rapide. Et on s'est retrouvé donc très très rapidement avec beaucoup de personnes de nouveau dans les rues. J'avoue que j'ai apprécié d'ailleurs donc ce confinement pour ça, pour son calme, bon aussi parce qu'évidemment je vis relativement bien en Allemagne. Dans un appartement qui me laisse de l'espace, voilà. Et puis du coup j'essaye de garder voilà cet esprit en me disant écoute, reste bien concentré sur ce que tu as à faire, pas encore de stress parce que tout va reprendre donc effectivement très très vite. Je pense pour moi notamment en septembre, et donc de ralentir encore un petit peu le plus possible, c'est la frénésie habituelle voilà de nos vies contemporaines, enfin en ville, etc. Mais bon, je suis mon moi intérieur et en même temps très surpris et un peu dubitatif par rapport à cette activité croissante, et puis notamment donc à la reprise donc de la saison touristique pour cet été, puisque bien sûr, bon, mais il faut reprendre, mais j'avoue que est-ce vraiment raisonnable? C'est-à-dire que allons-nous vraiment dans quelques semaines nous demander s'il y a vraiment eu confinement? Et j'espère qu'on ne va pas le regretter. Voilà. Donc une voix intérieure un peu qui reste encore un peu sur ses gardes. Bon, et en même temps, il faut être positif et se dire la vie reprend, et ça c'est quand même pas mal non plus. Donc voilà, donc un sentiment intérieur mitigé. Faut-il me réjouir? Oui, il faut me réjouir, mais on n'est pas sûr de l'avenir. Voilà. Donc en résumé, voilà ce que je ressens actuellement. Et oui, cet équilibre qu'il nous faut trouver entre les questionnements post-confinement. Mais alors dites-moi, Carole, qu'observez-vous du monde extérieur et quelle résonance et écho à votre monde intérieur? Alors effectivement, observer, c'est bien le terme, parce que en ce moment, alors depuis le Covid, c'est vrai que je me sens vraiment plutôt plus spectatrice qu'actrice, parce que en fait, bon, cette situation pour moi de confinement n'a pas été finalement aussi n'a pas été un changement aussi radical pour moi que pour d'autres personnes, puisque effectivement, quand je suis à Berlin, je suis essentiellement chez moi, à domicile, voilà, et je travaille. Donc des partitions, je fais des préparations de programmes de concerts, etc. Donc je répète. Donc ma vie, mon quotidien n'a pas énormément changé. Voilà. Donc déjà là, c'était intéressant de voir un peu comment les personnes moins habituées réagissaient, faisaient face donc à cette situation. Et puis actuellement, je reste un peu donc effectivement dans cette position de spectatrice, parce que en me demandant faisons-nous les bons choix par rapport donc toujours au développement de ce virus. Et puis ne faut pas oublier qu'il y a effectivement d'autres pays qui sont encore dans cette tourmente, voilà. Donc rien n'est terminé concernant donc le Covid. Maintenant, il y a tous les autres éléments, n'est-ce pas? La vie a repris, et puis avec tous ces travers, notamment ce qui se passe aux États-Unis. Et ce qui se passe aux États-Unis, malheureusement, nous fait constater que l'histoire se répète très 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 tristement. Donc de ce fait, les émotions sont contradictoires et paradoxales. La chose, effectivement, qui reste quand même très positive, entre guillemets, dans ce qui se passe aux États-Unis, c'est que les gens sont solidaires. C'est, quelle que soit sa couleur de peau, ses origines, et que les gens se mobilisent. Voilà, donc paradoxe, émotion paradoxale contradictoire, c'est tristesse et puis en même temps espoir. Et je dirais une fois de plus un peu de latence, un peu de blocage aussi par rapport aux émotions. Pas encore tout à fait libre de faire sortir tout ce qui reste encore à l'intérieur de moi en termes d'émotions, je dirais. Merci Carole de le souligner. J'entends vos émotions et je les partage totalement. À vos mots, de plus, je me permets d'ajouter cette résonance qui sont qu'effectivement, nous devons rester solidaires et surtout vigilants contre toutes les discriminations. Vraiment. Sans transition, je reviens vers vous avec cette question. Quand a débuté votre histoire avec le chant? En fait, mon histoire avec le chant a débuté très tôt, mais sans en avoir conscience. Ça, on l'a déjà entendu dans l'émission, puisque en fait, je passais, je me souviens, mes après-midi,
à chanter finalement chez mes parents, bien sûr, pour exprimer tous les sentiments que j'avais à l'intérieur. Donc ça passait par tous les types de musique, tous les types. Enfin, c'était surtout aussi beaucoup d'improvisation en fait, un mélange de classique, de jazz, de je sais pas. Enfin voilà, c'était peu importe ce que c'était. D'ailleurs, ça me représente bien. C'est peu importe ce que c'est. C'est que je rentre pas dans une case et c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est l'émotion. Et donc, j'ai utilisé voilà cette voix de toute petite, de tout temps, pour expulser voilà toutes les choses qu'il y avait à l'intérieur et qui ne pouvaient pas sortir autrement. D'ailleurs, c'est vrai, c'est difficile des fois de mettre les mots. Et c'est beaucoup plus facile pour moi, voilà, de l'exprimer. Ça a été beaucoup plus facile d'exprimer ces émotions à travers le chant. Mais un chant non figé, un chant non écrit, quelque chose, voilà, que moi mais avec bien sûr une grande étendue vocale, parce que finalement c'était ça le jeu aussi. Bah, c'était pas l'étendue vocale finalement, c'était pas conscient, c'était pas voulu. C'était juste l'utilisation de tous les registres d'une voix pour exprimer ce qu'il y a au fond de soi. Voilà. Donc, en fait, ça a débuté très tôt. Bon, voilà. Un ami de mes parents m'appelait le petit oiseau. Donc, apparemment, ça devait être aussi devant, comme ça. Ça, j'ai pas le souvenir que je chantais devant les gens, mais lui, en tout cas, entendu. Donc, je devais chanter aussi toute petite beaucoup à la maison. Mais moi, je me souviens, voilà, surtout de ces après-midi où je me vidais et le temps passait comme ça. Et donc, c'est comme, voilà. Mais à cette époque, je n'avais pas forcément du tout l'envie de me lancer dans une carrière de chant. Enfin, en fait, c'est ça, voire pas du tout. C'était pas quelque chose de conscient, c'était inné, c'était intérieur, c'était voilà. Donc c'est ça. Mon histoire avec le chant a commencé comme ça, de façon tout à fait naturelle. Oui. Comme c'est si bien dit, de ne pas entrer dans une case, de laisser libre la voix, de dire, de faire et d'exprimer qui elle est. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de choisir le chant lyrique ? Je suis plutôt quelqu'un donc avec beaucoup d'énergie et à l'époque donc quand j'étais ado, c'est vrai que j'étais beaucoup plus intéressée par Tina Turner et tout ça, ces grandes voix, ces bombes de scène. Et moi, j'avoue que quand je pensais chant, je me voyais quand même beaucoup plus comme Tina Turner que comme une chanteuse lyrique. Voilà. Donc au départ, le chant lyrique, c'était pas quelque chose qui m'a attirée. Mon père en écoutait en fait pas mal le dimanche, mais bon, il écoutait de toutes les musiques, beaucoup de musique antillaise, beaucoup de musique latino, beaucoup de musique classique, de tout, voilà. Surtout le dimanche, voilà, puisque voilà, mon papa est donc martiniquais et il a une grande culture musicale. Et à l'époque, quand il écoutait le chant, les opéras, ça me cassait plutôt les oreilles et c'était pas quelque chose qui m'attirait. Voilà. Ceci dit, je sais qu'une fois il avait fait une réflexion, alors je me souviens plus à quelle époque c'était, où il se disait mais comment fait-on c'est quand même incroyable ce que peuvent faire les chanteurs classiques avec leur voix. Et je crois que ça m'est resté quelque part. Peut-être que inconsciemment j'avais envie de lui montrer, effectivement comment on pouvait faire quoi pour arriver à ça, et peut-être pour que lui apprendre quelque chose ou l'impressionner. C'est curieux que je dise ça parce qu'en fait je l'ai jamais vraiment ça me vient là comme ça spontanément. Mais bon, donc toujours est-il qu'effectivement c'était pas j'ai plutôt fait du jazz et tout ça, et puis ma première passion était en fait la danse. Je voulais partir aux États-Unis pour être danseuse. Bon, j'ai pas eu le courage de le faire. J'ai pas non plus le soutien, mais disons que j'ai pas eu le courage de le faire. Et puis sinon c'était plus donc la variété, la musique peut-être, voilà. Et puis la scène, voilà, la scène. Effectivement, depuis que j'ai 5 ans, je savais que je voulais être sur la scène. Donc mon moteur c'était les émotions, la scène, voilà. Et donc j'ai cherché finalement par quel biais je pouvais exprimer le mieux. Donc la danse c'était une chose. Après il y a eu effectivement le théâtre. Et puis il y a eu le chant, donc des cours de jazz où là j'étais pas peut-être tout à fait satisfaite du résultat. Et puis j'ai quand même pris quelques cours de musique, de chant classique vers 18 ans, je crois.
Et voilà. Et sur le moment, donc ça n'a pas fait tilt. Ça n'a pas fait tilt. Mais le chemin, le travail s'est fait en fait inconsciemment là aussi. Et j'y suis revenue plus tard parce que finalement, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'était le travail du corps du corps pour pouvoir justement chanter. Voilà, c'est tous ces muscles qui se mettent en action. C'est surtout ça en fait. C'était pas forcément de faire des sons extraordinaires, mais c'est tout ce que ça mettait en cause en fait. C'était ce côté sportif. Voilà. Et donc, je suis revenue plus tard au chant en me disant, en fait, c'est vraiment ça que je veux faire, en ayant passé par des chemins de traverse, en ayant, voilà, expérimenté beaucoup d'autres choses, en ayant fait des études aussi également, en ayant fait du théâtre, donc des études de commerce, jusqu'à ce que finalement je revienne à ça en me disant, non, c'est ça, parce que c'est l'utilisation du corps, et puis c'est la scène, et puis finalement, voilà, avec l'opéra, le chant lyrique, on fait tout, on danse, on fait la comédie, voilà, ça regroupe un peu le tout. C'est pas forcément la voie la plus facile non plus, mais c'est ça. Alors certes, on gigote moins en lyrique qu'en pop-rock. En parcourant votre chemin, je m'aperçois que vous avez de belles histoires chantantes avec des grands compositeurs, tout en étant accompagné d'orchestres prestigieux. Cela vous a amené à beaucoup voyager. Plein de petites questions me viennent. Que gardez-vous en mémoire de toutes les années accomplies sur le parcours de votre monde lyrique ? Et pourquoi ? Alors toutes ces années accomplies, mais curieusement, quand donc j'entends cette question, j'ai l'impression donc d'être déjà un vétéran. Et moi j'ai l'impression, voilà, que toutes ces années se sont résumées en quelques années, et puis que le meilleur reste à venir. Donc finalement pour moi c'est encore un début, voilà. Donc finalement mon monde lyrique, ça a été donc déjà tout ce début de formation. Qui n'a pas été un parcours particulièrement simple en fait, puisque finalement, comme je l'ai dit, j'ai eu du mal en fait à me trouver, à savoir quel art je voulais privilégier. Et puis à partir de ce moment-là, donc j'ai intégré une école, une école nationale de musique de Bourg-la-Reine-Nassau, voilà, en chant. Oui, bon, d'ailleurs, il m'avait aussi connue avant en tant que danseuse. Et bon, enfin bref, voilà. Et ensuite, donc. Ensuite, il était trop tard pour moi pour intégrer le Conservatoire national de Paris, mais par contre, je me suis formée quand même avec des meilleurs professeurs, notamment donc de cette institution, et donc je suivais en même temps, voilà, parallèlement mes camarades qui eux avaient intégré le conservatoire, et donc je suivais un petit peu aussi. Je me tenais au courant en fait de tout ce qui se passait, tout en étant à l'extérieur. Donc c'était un parcours relativement solitaire et donc compliqué parce que finalement je n'avais pas l'émulation de que l'on a quand on est dans une structure, et puis les contacts aussi qu'on peut avoir bien sûr, maintenant, je ne dis pas que malheureusement, que toutes les personnes qui sont rentrées au Conservatoire de Paris ont fait des carrières. Bon. Malheureusement, parce que ça devrait être le cas, mais c'est bien sûr pas toujours le cas. Mais voilà, donc mon espoir n'était pas non plus perdu, bien sûr. Le tout, c'est que c'était un parcours plus compliqué. Mais voilà, finalement, ensuite, j'ai réussi quand même à intégrer donc l'atelier des jeunes voix lyriques donc à l'Opéra de Strasbourg. Donc ça a été un premier cap en fait dans mon parcours lyrique. Et puis ensuite, bien sûr, donc c'était cette fois-ci donc l'intégration vraiment dans le milieu lyrique, avec tous ces points positifs et négatifs. C'est les auditions qui, pour moi, ont toujours été un calvaire. C'est-à-dire, comme je suis quelqu'un donc de finalement timide, en tout cas, qui a du mal en fait à se mettre à s'imposer, qui a tendance toujours à être extrêmement exigeante et donc n'est jamais satisfaite en fait du niveau atteint. Donc finalement, à se comparer aux autres en s'infériorisant toujours. Donc finalement, une audition, c'était relativement catastrophique. Donc c'est vrai que ça, dans ce monde lyrique, il faut savoir être très fort en audition. Il faut avoir une autre. Il y a l'artiste et puis il y a tout le personnage construit. Et c'est sûrement très bien de pouvoir se construire ce personnage derrière lequel on peut se cacher et puis ensuite pouvoir faire face à un jury.
là, j'avoue que ça a été une de mes difficultés, en fait, dans mon parcours lyrique. Oui. Oui, Carole, le meilleur est à venir. Qu'est-ce qui a été simple, plaisant et moins ? Comme j'ai déjà un petit peu parlé des choses déplaisantes, voilà, concernant effectivement le métier. Donc, effectivement, me concernant, voilà, c'était mon parcours solitaire, c'est le passage obligé par rapport aux auditions. Voilà, c'est la concurrence, hein, bien sûr. Hein, de toute façon, nous sommes dans un monde de concurrence, mais alors dans ce milieu lyrique, la concurrence est très très forte, et donc faut savoir se prémunir, en tout cas se protéger des tactiques, donc des fois déstabilisantes, voilà, des gens, voilà, des concurrents, etc. Et puis, sachant que c'est effectivement, enfin voilà, la concurrence ne fait pas du tout partie pour moi, voilà, de mes valeurs. Et voilà, donc il faut savoir se défendre contre ça, ou en tout cas ne pas se laisser envahir, voilà, par ce genre de réaction. Et puis voilà, la difficulté, c'est aussi bien sûr d'avoir des projets et puis de mettre beaucoup d'énergie dans un projet qui finalement ne se concrétise pas. Et donc voilà, de savoir rebondir et puis de rester confiant, voilà, sur l'avenir et puis sur les projets à venir. Et puis de ne pas non plus être trop, là aussi, dans l'attente, parce qu'on est quand même souvent aussi malheureusement tributaire, voilà, des décisions des autres. Donc ça, c'est des choses qui sont parfois pas toujours faciles. Et puis voilà, après le plaisir, voilà, les choses plaisantes du métier, c'est bien sûr de chanter, c'est de rencontrer les bonnes personnes à des moments précis, des personnes qui vous encouragent, voilà. Voilà, c'est cette chance-là. Ça peut être un professeur de chant, ça peut être un chef d'orchestre, ça peut être un metteur en scène, un ami chanteur, un collègue, enfin voilà, des belles rencontres. Et puis voilà, après la partie voilà, enthousiasmante, c'est une fois qu'on est sur une production et voilà, de pouvoir travailler en équipe avec d'autres chanteurs et voilà, avec qui on peut aussi du coup voilà, ressentir un esprit de famille, on va dire. Et puis mener à bien notre projet tous ensemble. Et du coup, voilà, si l'esprit est effectivement très positif, eh bien, on se démène et on peut donc exercer notre art donc à son plus haut niveau, voilà. Et puis en ce qui me concerne, voilà, j'ai eu la chance effectivement donc de chanter avec des très grands orchestres. Et puis de rencontrer des chefs d'orchestre aussi, donc de très haut niveau. Et là, c'est assez du luxe parce que dans ce cas-là, on est vraiment, voilà, sur un très haut niveau artistique. Et ça pousse en fait, hein, bien sûr, ça pousse aussi à se révéler et à atteindre, voilà, à franchir encore des étapes dans son art. Voilà. Votre plus grand frisson? Mon plus grand frisson, alors. Mon plus grand frisson, ça a été de chanter en fait à Times Square, voilà, à New York, d'avoir voilà la place de Times Square complètement vidée, avec des barrages et tout ça pour que je puisse m'exécuter, puisqu'en plus c'était un ouvrage de Arnold Schönberg qui s'appelle Erwartung, et donc il n'y a qu'un seul personnage et qui était moi, voilà, qui s'appelle Die Frau, donc la femme. Et donc, nous avions pu avoir un orchestre et j'étais donc voilà la seule protagoniste de l'opéra. Et je me suis retrouvée donc à chanter voilà dans Times Square, voilà, face à un public venant de la rue en fait. Et donc ça c'est unique, quoi. C'est unique parce que c'est pas quelque chose qui se refera. Et en tout cas, pas avec cet ouvrage-là non plus, dans ces conditions. Et voilà, ça c'était un frisson, c'était extraordinaire. Un deuxième frisson, je dirais, c'était l'été dernier, en fait, quand il a fallu monter sur scène en ayant quasiment fait, en n'ayant fait aucune répétition avec l'orchestre et mes partenaires, c'est-à-dire qu'en ayant travaillé quasiment tout le temps toute seule. Voilà, c'était presque un remplacement de dernière minute, mais et puis voilà, ou un rôle que je n'avais jamais chanté, et de se retrouver à tout faire le jour même, voilà, découvrir la scène, les musiciens, tout ça, ses partenaires, et allez, hop. Donc ça, c'est un autre frisson, un autre type de frisson, de grand frisson. Times Square, rien que ça, c'est classe quand même. Carole.
Alors, quel rôle aimeriez-vous interpréter aujourd'hui plus que tout? Allez, sans détour. Et pourquoi? Alors, on va sortir le grand classique, la Tosca, la fameuse Tosca. Pourquoi Tosca? Parce que c'est une femme, c'est une artiste, voilà, donc elle représente, voilà, elle nous représente, nous les chanteuses. C'est notre rôle, c'est la chanteuse. C'est une femme indépendante, voilà, une femme qui est passionnée, une femme qui affronte les choses, qui affronte aussi son bourreau, en fait, voilà, qui sait lui dire non, qui lui fait tête aussi. Donc c'est une femme moderne quand même. Bon. Voilà. Et puis, donc en premier choix, disons, voilà, pour avoir dans les rôles classiques, ça serait celui-là. Et puis après, il y a deux autres rôles que j'ai envie de citer. Ça serait le rôle de Salud dans La vida breve de Manuel de Falla, qui est donc, voilà, un ouvrage espagnol où il y a la fougue, le tempérament espagnol. C'est une très, très belle musique. Et puis, voilà, il y a vraiment, on retrouve vraiment les racines espagnoles. C'est très beau. Et puis aussi Vanessa de Barber, parce que j'adore Barber. C'est donc un compositeur américain qui fait des choses qui sont quand même relativement modernes. Des fois à la limite du jazz, du classique, c'est comme ça. Et c'est un très très beau rôle de femme mûre. Voilà, qui attend le retour de son amant, qui a caché tous ses miroirs pendant 20 ans. Et voilà, qui a un très 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 beau rôle, une très belle musique un peu plus moderne. Ce sont des rôles qui me sont chers. Ah, la Tosca, l'incontournable. Vous vivez à Berlin depuis un certain nombre d'années. Pourquoi le choix de cette ville et quels sont les points forts de la vie berlinoise? Pourquoi Berlin? Berlin, c'est la ville culturelle par excellence. Avec toutes ses possibilités, beaucoup d'orchestres, beaucoup d'activités artistiques en tout genre. Et c'est une grande ville tout en étant une ville qui reste en fait, qui a un côté provincial en fait. C'est ça qui est assez curieux avec Berlin, c'est parce que voilà, c'est une ville très étendue, avec encore des prix aussi attractifs, surtout quand je suis arrivée, il y a quelques années. Maintenant, ça commence à changer. Donc une vie relativement paisible et en même temps avec tous les avantages en fait d'une grande ville. Donc tous les avantages sans les inconvénients d'une grande ville. Voilà pourquoi Berlin. Maintenant on m'avait dit oh là là, il y a deux villes que tu vas adorer, c'est New York et Berlin. J'ai réussi à effectivement habiter à Berlin. New York, j'y suis allée pour travailler puis aussi pour découvrir et c'est vrai que j'adore. Ça serait un rêve de vivre là, même si je suppose que au quotidien là, par contre, c'est quand même l'opposé de Berlin. Mais il y a cette espèce d'énergie incroyable qu'il y a peut-être moins ici, parce que ici tout est beaucoup plus étendu. C'est autre chose, c'est une autre façon de vivre. Par contre, c'est une qualité de vie quand même extraordinaire à Berlin. Voilà. Donc voilà pourquoi Berlin. Si vous deviez changer d'endroit, où aimeriez-vous poser vos valises et pourquoi? Déjà, dois-je déménager? Ça, c'est la question du moment. Parce que finalement, donc depuis le changement climatique, j'avoue que Berlin est une ville de plus en plus agréable à vivre, en fait, puisque les hivers sont beaucoup moins rudes. Là, depuis donc le mois de mars, je n'ai jamais vu autant de soleil d'affilée, en fait, à Berlin. Il ne nous manque finalement plus que la mer. Oui, parce que finalement, un des points négatifs pour moi de Berlin, ce sont effectivement ces hivers avec des journées sombres, courtes, les jours qui sont donc très courts. Et à chaque fois, effectivement, je me pose un petit peu des questions et voilà, et j'envisage un déménagement possible. Et puis quand revient le printemps, effectivement, on retrouve l'espoir. Mais j'avoue qu'effectivement, si je devais déménager, donc je m'orienterais quand même vers le sud, a priori, donc vers des tempéraments plus méditerranéens. Donc ça serait l'Espagne, ça peut être aussi le sud de la France. Et puis ça pourrait être aussi, l'Amérique latine, par exemple, ou même la Floride. Pourquoi pas Après, il y aurait aussi New York, mais New York serait plus pour vraiment ça serait pour un déménagement imminent, disons, pour profiter de cette énergie incroyable et puis pour
le côté professionnel. Mais disons que si je pense à un lieu après plus calme, ça serait éventuellement, pourquoi pas, les Antilles. Voilà, aussi. Mais ça sera, je pense, pour plus tard. Il faut encore attendre un peu. Ah, faire venir la mer à Berlin, c'est un vrai sujet. Je vous propose d'en parler à votre chancelière. Alors, qu'est-ce qui vous inspire dans la vie ? En fait, ce sont les autres, finalement. Je trouve toujours, voilà, les autres passionnants, intéressants, intelligents, et voilà, voire au détriment de moi. C'est-à-dire que, voilà, je suis capable toujours de mettre l'autre, de faire passer l'autre avant moi. Donc ça, c'est aussi, ça c'est un autre sujet, quelque chose que je dois apprendre. Mais bon, pour donner un exemple, voilà, quand j'ai su donc je participais à cette émission, j'aurais pu aussi refaire un exposé sur chacun des invités que l'on a entendu jusqu'à maintenant, tellement je les trouvais tous formidables et quitte à me demander si effectivement je serais tout aussi intéressante. Voilà, ma petite voix intérieure qui me dit mais voilà, est-ce que tu seras aussi à la hauteur? Bon, voilà, chose qu'il faut aussi des fois arrêter de penser. Voilà, donc j'aime écouter les histoires des autres et puis je me nourris de ce que chacun peut me raconter, quel qu'il soit. Bien sûr, et puis ensuite, ce qui m'inspire, c'est l'art aussi en général, c'est-à-dire toutes sortes d'art. Ça peut être bien sûr le théâtre, le cinéma, la peinture, la littérature. Voilà. Donc c'est aussi, ce sont encore des œuvres, faites par des personnes et c'est ces gens-là donc qui m'intéressent et leurs œuvres. C'est la voix d'un don, Carole. Attention. Sachez que chaque histoire est belle et singulière, et nous sommes heureux aujourd'hui d'entendre la vôtre. Quelle femme êtes-vous en 2020 ? Super question. Alors, en 2020, et en 2021, on va dire aussi, je suis donc cette femme qui s'apprécie à sa juste valeur, qui ne se compare pas, qui s'encourage, qui se congratule pour chaque pas qu'elle fait, que ce soit un petit pas ou un grand pas. Je suis cette femme qui assume donc ses choix, qui ne revient jamais sur des choix qui ont déjà été faits, qui ne regarde plus donc vers le passé, mais vers le futur et vers un futur proche ou un futur lointain, vers le présent et vers le futur. Et cette femme qui se réjouit donc des années, qui se profile devant elle et qui veut vraiment en profiter au maximum, profiter de la vie. Et se satisfaire d'elle-même et aussi d'apprécier ses propres valeurs, ce qu'elle est. Chouette, le dindon a disparu et en plus nous avons enregistré vos phrases. Quel sera votre prochain aria de vie, de ceux qui vous font vous sentir accompli ? Oui, donc mon prochain aria de vie sera d'assumer donc la chanteuse que je suis. Et aussi d'assumer donc ma position et ma légitimité dans le milieu, donc dans ce milieu lyrique, et de dire haut et fort, oui, j'appartiens à ce milieu, écoutez-moi, j'existe et j'ai ma place là. Voilà ce qui est en fait très important, puisque comme je disais tout à l'heure, j'ai l'impression que toutes ces années n'ont été que quelques années et que le meilleur reste à venir. Donc c'est pour moi une façon aussi, mon prochain aria est vraiment de dire cette fois-ci c'est le moment, c'est l'aria juste qui correspond à ma voix et également à la libération de ma voix, puisque je travaille aussi actuellement sur sur le fait de pouvoir tout exprimer avec ma voix, comme je le faisais donc dans l'enfance, en oubliant donc toutes les contraintes techniques qu'est le chant lyrique, et vraiment en se libérant et en essayant de donner le plus d'émotions possible, en étant juste aussi, et avec soi-même et avec donc son auditoire en fait, et d'être totalement entière. Et on va dire indestructible aussi par rapport au monde lyrique qui des fois n'est pas toujours très très gentil, on va dire, qui n'est pas tendre. Quel sera votre petit pas d'après ?
Mon petit pas d'après, donc ça sera alors concrètement des concerts donc pour cet automne, en espérant qu'ils aient lieu bien sûr, donc à Bruxelles, à New York, et puis d'autres projets artistiques, voilà. Donc on attend des confirmations, et donc ça sera effectivement l'éclosion, j'espère, de cette femme de 2020 et de 2021, avec donc voilà toutes ces nouvelles orientations, et puis éventuellement donc de nouveaux projets incluant aussi d'autres artistes, voilà, pour pouvoir garder aussi cette notion donc de partage et de plaisir, et puis pourquoi pas voilà développer d'autres activités parallèles pour ça peut passer par l'enseignement, etc. Voilà, en tout cas ne plus être en tout cas dans l'attente de projets, mais vraiment être un moteur pour mes années à venir et pour les grands pas d'après. Waouh, j'adore. À chaque fois quand vous parlez de New York, j'en rêve. Alors juste pour un instant, je vous remets 3 petites baguettes de fée. Quels sont les 3 vœux que vous exaucez ? Bon, alors ça c'est une question qui, je trouve, est toujours compliquée, parce que soit on a plein de petites d'idées, ou alors on a vraiment on se retrouve un peu devant un abîme et on ne sait pas par où commencer. Voilà. Donc ça c'est un peu mon cas, mais donc je vais essayer d'être très concrète. Voilà. Donc mon premier petit coup de baguette magique, ou ma première petite baguette magique, ma baguette de fée, sera pour moi. Donc comme quoi je fais des progrès, parce que si j'arrive à me faire passer avant tout le monde, ça veut dire que effectivement j'avance donc dans cette nouvelle femme que je suis. Bon, voilà, ça c'était un aparté. Donc premier coup de baguette magique, ça sera qu'à partir donc du mois prochain, j'ai une vision donc magnifique, voilà, que je récupère une vision optimale. Voilà, la deuxième baguette magique sera donc pour toute l'humanité, c'est que nous soyons complètement débarrassés de tous ces virus en cours et à venir. Et la troisième baguette magique serait en fait que nous puissions avoir donc à la tête de tous nos pays des grands hommes, voilà, avec une très très grande humanité, avec un respect immense pour notre planète, et avec bien sûr d'une immense culture. Voilà mes trois petits coups de baguette magique. Que vos vœux soient exaucés. Il est bientôt l'heure de nous quitter, mais avant de partir, pourriez-vous nous chanter un petit quelque chose ? Oui, Virginie, avec plaisir, exprès pour cette émission fabuleuse. Donc, je vais interpréter une chanson de Samuel Barber, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et c'est une façon donc de fêter l'arrivée des beaux jours, des prochains festins, des retrouvailles avec les amis. Donc, la chanson s'appelle The Heavenly Banquet, le banquet céleste. Et voilà, donc c'est une personne qui a envie de recevoir tous les hommes de la terre, chez elle, de leur offrir énormément de bière, de convier aussi Jésus, les 3 Maries et tous les anges, bien sûr, et de profiter, de l'éternité. I would like to have the men of heaven in my own house, with vats of Gucci laid out for them. I would like to have the 3 Mary, their fame is so great. I would like people from every corner of heaven. I would like them to be cheerful and drinking. I would like to have Jesus sitting here among them. I would like a great lake of beer for the King of Kings. I would like to be watching heaven's family, drinking it through all eternity. Au revoir Carole, merci infiniment de ce temps de pause avec nous, de votre voix unique et ensoleillée, de votre joie, d'oser vos choix, et puis d'être vous. Vous êtes, je vous le rappelle, singulière et sans dindon en 2020 et 2021. Vous êtes bien à votre place, soyez-en certaine. Belles aventures sur votre chemin, à tout vite, et pourquoi pas aller vous applaudir à New York. Au revoir Virginie, et voilà, merci encore pour cette invitation. Et à très bientôt. Quelque chose de vous. Quelque chose à vous. Lire.
Waouh, Berlin, retour à Paris, il est 15h, je descends du bus, je trottine vers mon nid. Et voilà Tipac au détour d'une rue que je connais très bien. Mon regard est attiré par une vitrine de pâtisserie que je connais tout autant mais que j'avais évité jusqu'à présent car elle est trop alléchante. J'approche et là mes yeux se posent directement sur un groupe de belles dames à chapeau. Des dames religieuses tantôt café, mes préférées, tantôt chocolat. J'entre et en choisis une, couleur, café, qui je trouve a un petit air de famille pas si éloigné que ça de ma brioche à chapeau. Certes, elle semble plus précieuse, plus délicate, un tantinet hautaine sous son teint café glacé, plus petite et fluette, mais plus lourde aussi au poids. Ça, c'est la crème pâtissière qui s'étale. Ah là 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 là, comme j'aime aussi ce petit chou rondouillard à chapeau. Allez, c'est décidé, elle sera mon sujet léger du jour. Pour la petite histoire, saviez-vous qu'elle a été inventée en 1855 chez Il Signor Frascati, célèbre café parisien, tenu par un glacier d'origine napolitaine. Succès immédiat. À regarder une religieuse à cornette sacrée de l'époque et le petit gâteau du même nom, j'avoue ne pas arriver à faire le lien. Bon, je bavarde, je suis sur le trajet retour jusqu'à la maison et je tente de résister à la petite voix qui me dit, un peu trivial, « Tu peux boulotter le chapeau, il te restera le gros chou en arrivant à la maison. » Quelle torture cette voix, mais non, je tiens bon. Pour occuper mon esprit, je tente à la fois de démêler les liens qui unissent ma brioche à chapeau avec sa grande cousine et de démonter les arguments des magazines de santé qui trônent à la maison, préconisant des 5 à 7 astuces pour résister à la gourmandise. Je trouve ça affreux ce dictat finalement, même si c'est pour mon bien-être, où en plus on nous dit « oui, vous pouvez en consommer, mais en toute conscience ». Et moi je me permets d'accoler et sans culpabilité. Bon, ça y est, je suis à la maison. Les règles d'usage passées, gel antibactérien, etc., etc., bouilloire lancé, le thé, un nuage de bon lait, trait ce matin des céréales avoine, plateau posé, canapé et dégustation de la petite cousine très éloignée finalement de ma brioche à chapeau. Waouh, c'est un gâteau, un dessert de reine, je m'éclate. Allez, avec quelques grammes calories de plaisir en plus, quelque chose de vous est sur le départ pour une nouvelle aventure à la reconquête de jolies histoires. À la semaine prochaine, et si vous croisez les petites religieuses à chapeau, osez, elles sont craquantes, fondantes et savoureuses. Prenez soin de vous. Quelque chose de vous. Podcast.